L'actualité politique nous exige à appeler un de l'Union sacrée aujourd'hui au cadre d'Adifat. Alors, il s'agit là de M. Alain Camille, il est déjà conseiller municipal, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans la commune de Campemba. Et porte-parole, merci, porte-parole de l'Union sacrée dans la province du Haut-Canada. Ah, d'accord. Vous allez bien parce qu'il faut dire que ça fait très longtemps. Effectivement, la commune vous prend assez de temps déjà. Pas seulement la commune, j'avais pris une petite pause par rapport aux médias pour chercher aussi qu'est-ce que Adifat deviendra. Nous avons fait une bonne récolte. Et comment gérer les ambitions, de nos membres pour ne pas créer la fuite des cerveaux. C'est en quelque sorte ça. D'accord. Puisque vous êtes porte-parole de l'Union sacrée, Monsieur Camille, depuis qu'on a nommé Madame Souminois, ça va faire près de 3 semaines, nous avons maintenant déjà 1 mois. Pourquoi ce gouvernement traîne? Effectivement, elle est butée à beaucoup de problèmes, entre autres. Elle veut justement prendre du temps pour nous sortir un bon gouvernement où nous allons voir de nouvelles têtes qui pourront changer ou nous donner ce que la population veut. Au Canada, il est buté parce que nous connaissons la politique. D'ailleurs, vous êtes plus politique que moi. Il y a des gourous qui veulent être là et ils s'opposent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça traîne selon vous? Le problème n'est pas de nouvelles têtes ou des anciennes têtes. Il est question de technocrates qui doivent prendre conscience qu'il s'agit de la gestion de la République et que nous devons tous considérer que celle-là doit être une dynamique d'ensemble et que nous devons léguer aux générations qui viendront après nous un Congo plus meilleur que celui que nous avons, avec amour et patriotisme, effectivement. Mais la cause, je ne connais pas totalement la cause, mais en tant que politicien, nous pouvons faire les analyses. Une fois que le gouvernement est là, est nommé, il doit être investi après présentation du programme de gouvernance par Madame la Première ministre. Mais ça doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale avec un bureau définitif. Et vous êtes sans ignorer que jusqu'en ce jour, il n'y a pas un bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale qui va devoir investir le gouvernement parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le président n'est pas responsable face à l'Assemblée. Seul le gouvernement, le Premier ministre est responsable. Donc, je pense que c'est parmi de lourdes tractations ou de lourdes procédures de notre Constitution. Je pense que nous devons déjà penser à assouplir un peu toutes ces procédures. Mais déjà 100 jours, se sont écroulés comme ça, là, hein, les chefs de l'État, depuis qu'il a eu ses deuxièmes mandats, rien n'est fait, les gouvernements traînent, tout est bloqué. 100 jours déjà, c'est quand même beaucoup. Nous ne sommes pas dans un vide juridique. Il y a l'ancien gouvernement qui assure la continuité des affaires courantes et le chef de l'État qui a des prérogatives d'assurer la continuité de pouvoir, il le fait. Nous ne sommes pas dans un vide juridique. Il est juste question d'attendre un peu de temps pour qu'il y ait un nouveau stimulus par rapport au nouveau gouvernement et ses missions que Galien a accomplies. Très bien. Alors, M. Kadji, je crois que vous avez suivi les élections dans différentes provinces. Vous connaissez ceux-là qui sont élus et ceux-là qui sont réélus. Quand vous voyez ce dessin, vous dites, vous êtes rassuré, ceux-là qui portent la vision du chef de l'État vont le faire de manière propre et bien, pendant que d'autres têtes pensent qu'il y a eu des corruptions ci et là, et ceux qui ont voté justement les élus du peuple n'ont pas tenu compte de cela, n'ont pas tenu compte de ceux-là qui sont porteurs justement de cette vision. Ça vous fait peur ou vous dites, ben on est rassuré, on va y aller avec eux? Bon, moi j'aborde cette question d'une manière différente de plusieurs personnes. Okay. Si vous allez en Europe, vous allez trouver beaucoup de mécanismes de contrôle de l'être humain. Et quand vous trouvez cet aspect de choses, vous trouvez que l'être humain au départ est gaffeur. Oh. Il faut juste mettre des mécanismes de contrôle pour le rendre sur le rail, pour le rendre sur la bonne voie. Aucun ange ne viendra du ciel pour le développer le contrôle. Ce nous, au moins de bonnes personnes. De bonnes personnes ou des anciennes mauvaises personnes, mais qui doivent prendre des anciennes mauvaises personnes. Des anciennes mauvaises personnes qui doivent prendre conscience qu'ils doivent produire une gestion orthodoxe de la chose publique, une gestion saine de la chose publique. Donc moi je me dis, même les anciens, même le diable, il est juste question qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience que je dois léguer un Congo meilleur. Et le peuple doit aussi comprendre qu'il a une partition à jouer. Ça veut dire? Ça veut dire
Aujourd'hui, même... Ça s'est passé entre élus et candidats. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Le peuple doit comprendre que c'est une dynamique d'ensemble. Quand je garde devant ma parcelle sale, je ne vais pas attendre que le gouvernement national vienne arranger ma parcelle. Parce que ça m'expose à des maladies hydriques, ça m'expose à des maladies pas bonnes pour ma santé. Le peuple doit comprendre qu'il doit se sentir aussi intéressé par la gestion de ces entités. Que ce soit au niveau des communes. Aujourd'hui, ce sont des entités territoriales décentralisées. Le bourgmestre ne pourra plus gérer la commune en électron libre. Il a une redevabilité par rapport au peuple. Et le peuple est aussi censé connaître comment sa commune est gérée. Dès lors que le peuple trouve que sa commune n'est pas bien gérée, elle peut revendiquer la démission du bourgmestre. Et cela peut aller à tout le niveau, oui. En signant une pétition, par exemple. Elle peut signer une pétition. Cette population représentée par des conseillers communaux, dès lors que le conseiller trouve que l'exécutif ne sait pas faire luire le développement de la commune, ils peuvent aussi décider d'éjecter le bourgmestre. Et c'est là même au niveau, même au niveau du gouvernorat. Okay. Il est juste question que le gouverneur prenne en tête, se mette en tête, qu'il gère une entité territoriale décentralisée qui jouit d'une libre administration et que lui est élu sur base de son programme de gouvernance et non le programme de gouvernance du chef de l'État. Donc, et le gouvernement central, et le gouvernement provincial, et au niveau de petites entités territoriales décentralisées, chacun a un rôle à jouer, chacun doit mener. Je vous connais un homme positif, ça c'est vrai, mais fermez un peu vos yeux et observez. Ça s'est passé au niveau des assemblées, justement, à Kinshasa, partout dans différentes provinces. Tout le monde est en train de crier à la corruption. Partout où il y a eu des élections de gouverneurs, je crois qu'il n'y a pas eu des élections saines, selon certaines bouches. Partout, il y a eu un petit billet qui ont quitté d'un bureau à un autre pour que ceux-là qui sont élus ou réélus soient là où ils sont. Vous pensez qu'au niveau, justement, de ces bourgmestres, puisque vous en parlez, les conseillers auront cette conscience de dire non, non, nous n'avons pas à prendre quelques billets parce que notre commune doit aller de l'avant. Soyez réalistes, nous sommes en RDC, nous sommes en Limochi, dans la commune des Campemba par exemple, pensez-vous que la RDC est déjà en mesure de fuir la corruption à ces niveaux? Il est vrai. La population peut bien faire des mémos, oui, mais à ceux-là qui doivent trancher, pour être franc, j'ai oui dire qu'il y a de corruption. Je oui dire. Il se pourrait que je n'affirme pas, mais il y a cette clameur publique et ça nous fait mal. Très mal. Quand on accède au pouvoir par voie de corruption, je pense qu'on n'a aucune redevabilité à l'endroit de ceux qui vous ont élus. Dès lors qu'ils chercheront à faire un contrôle budgétaire sur vous, ils se sentiront liés par une redevance morale. Mais ce ne sont pas de bonnes pratiques. Nous condamnons cela de vive voix. De vive voix. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes intellectuels. Vous connaissez alors que la plupart des cas, c'est passé dans je dis, si cela s'avère vrai, je suis dans les conditionnels. Si cela s'avère vrai, c'est une anti-valeur, c'est un cancer, qui gangrène plusieurs couches sociales et notre société. Nous n'allons jamais soutenir de telles pratiques. Voilà pourquoi nous essayons de voir plus loin que nous n'est. On essaie un peu de réfléchir, on se demande n'y a-t-il pas façon de procéder autrement? Parce qu'il y a cette clameur publique. Est-ce qu'on ne peut pas laisser le peuple voter directement ses dirigeants au niveau du gouvernement, au niveau des communes? Par exemple, se dit tout celui qui sera le meilleur élu sur la liste sera désormais gouverneur. Je me dis, si tel était le cas, Jean de Dieu Mouleta serait gouverneur et l'honorable Jean-Louis Kalamba serait vice-gouverneur parce qu'ils sont les deux meilleurs élus de la ville de Lubumbashi. Donc voilà pourquoi nous pensons. Est-ce qu'on ne peut pas aborder les choses dans cette optique pour que le peuple vote directement? Il a échoué au Sénat, Jean-Louis Kalamba, si j'ai bonne mémoire. Bon, c'est une bataille perdue, c'est pas une guerre, la lutte continue et en tant que démocrate révolu, rompu et
très concerné, on s'est dit, c'est normal, c'est un jeu démocratique. Ça n'a pas été pour lui, mais il a été doublement élu au niveau national et au niveau provincial. Là, c'est le peuple lui-même qui a porté son dévolu sur lui. Et quand nous sommes allés au niveau indirect, vous avez le résultat. C'est là qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on repense sur cette façon d'accéder à certaines fonctions. Puisque vous parlez de la démocratie. Parce que le chef de l'État lui-même, qui est représenté par le gouverneur, est élu directement par le peuple. Pourquoi ne pas aussi permettre que le gouverneur soit aussi élu directement par le peuple? Nous réfléchissons dans ce sens-là. Allez, comme dites-nous un peu, ça c'est juste une parenthèse, ça n'a rien à voir avec l'actualité. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette nouvelle démocratie. Hein, quand on met des conseillers communaux, il faut dire qu'un décès avant, ça fait longtemps. Cette question m'a été posée il n'y a pas longtemps ici, par une jeune fille d'ailleurs. Il a dit, madame, regardez, ils font quoi les conseillers? Qu'est-ce qu'ils font dans des communes? D'accord. Alors, quel est le rôle justement d'un conseiller communal dans la commune? Le conseil communal, c'est un organe délibérant et un organe de contrôle. Il y a belle lurette que le bourgmestre ont eu à fonctionner comme en étant des électrons libres. Ils pouvaient faire des dépenses telles qu'ils l'entendaient. Ils pouvaient se dire je ne dois qu'à celui qui m'a nommé. Parce que généralement, ils étaient nommés. C'est comme des élus qui contrôlent un gouvernement. C'est comme les élus qui contrôlent le gouvernement avec 23 missions, bien sûr, qu'on s'est retrouvé dans la loi organique portant sur la libre administration des entités territoriales décentralisées, spécifiquement au niveau de l'article 50. Et là, vous allez trouver 23 missions attribuées au conseil communal. Ils sont là aussi pour contrôler l'exécutif communal. Ils doivent concevoir des projets de développement, des crèches, des écoles, l'éclairage public, le drainage. Et ça vient de ce conseil. Ça vient d'eux et ils donnent cette mission à l'exécutif communal pour. Et puis ils font des suivis. Et ils font des suivis pour savoir si. Et l'objectif dans tout ça, c'est favoriser le développement au niveau de la base. Si la commune a aussi des taxes et impôts qui ne reviennent qu'à la commune. Et tous ces bourgmestres percevaient cet argent et comment ils les utilisaient. Il n'y avait pas un organe de contrôle par rapport à toutes ces taxes perçues au nom et pour le compte de la commune. Mais cette fois-ci, vous percevez l'argent, bien sûr. Les conseillers communaux vous diront non. Essayez de maximiser les recettes. Il y a tel projet, il y a tel problème dans notre société communale, dans notre commune. Le peuple se plaint par rapport à l'insécurité, le peuple se plaint par rapport à l'éclairage public, le peuple se plaint par rapport à l'argent que vous percevez, vous, commune, et qu'est-ce que vous en faites? Donc, par rapport à tout ça, vous aspirez à devenir bourgmestre, votre candidat? Bien sûr, j'aspire à être bourgmestre de la commune Campemba, et je crois fermement que par la grâce... Vous allez remplacer Maman Mireille? Démocratiquement, bien sûr, pas par coup d'État. C'est quelle ambition que vous avez? J'ai besoin de voir cette commune qui m'a honoré. Quand Pemba m'a suffisamment honoré, nous étions au nombre de 723 candidats et les habitants de la commune quand Pemba m'ont honoré en faisant de moi le 3e meilleur élu de la commune sur les 13 élus, alors que nous étions au nombre de 723. J'ai eu une rédévance morale à ce peuple qui a jeté son dévolu sur moi et je veux voir camper passer le peuple. Très bien, alors on va rentrer dans la priorité. Je ferai le mieux que je peux pour que Campemba soit la commune miroir de la ville de Campemba. Il faudrait commencer par justement... Et aussi la commune miroir, je peux aller loin, la commune miroir de la République démocratique du Congo. Nous avions tenté la première expérience. L'ambition est très grande. Bien sûr, j'ai toujours eu de grandes ambitions. Nous avions tenté la première expérience avec mes collègues conseillers que je salue en passant, en rédigeant notre règlement intérieur sur toute l'étendue de la République. Nous avions été la première commune à finir et à déposer notre règlement intérieur à la Cour d'appel. Nous avions été la première commune. Je crois à l'intelligence que nous avons dans le Conseil. Je crois en la détermination que le bureau
exécutif de Campemba A. Et je crois qu'ensemble, nous allons développer Campemba. Je vous assure, les gens quitteront peut-être le monde entier pour venir apprendre la bonne administration. S'il vous plaît, monsieur Camille. Bien entendu, ça c'est bien. Mais écoutez, on est à RDC. Moi, je connais mon pays. Moi, j'aime être réaliste. Vous avez assez d'argent pour donner, vous avez des années de 7 mois. Vous donnerez combien à ces conseillers pour qu'ils vous votent en tant que bourgmestre parce que ça ne serait pas gratuit. Nous savons également que même chez les députés, les élus, ça se passe comme ça, un petit truc qui me rassure. Mais attendez, je ne viens pas vous voter comme ça là, et que vous devenez bourgmestre. Permettez que je vous révèle un secret. Vous en avez l'argent? Que je vous révèle un secret. Allez-y. Dans ma formation politique, moi et mon mentor, Jean-Luc Kalamba, nous n'avions donné pas même une casquette à un électeur, pas même un polo, pas même... Pendant la campagne électorale? Pendant la campagne électorale. Nous avons vu des pannes circuler. Mais je vous dis, nous, à la défaite, l'honorable Jean-Louis, le deuxième meilleur élu, le peuple en crut dans les valeurs intemporelles qu'incarne l'honorable Jean-Louis Kalamba. Et moi, Alain Camille qui vous parle, dans la commune Campemba, je n'ai fait aucune affiche. Pas même une seule affiche. C'est une erreur, hein? Pas même un seul sou que j'ai donné. J'ai utilisé, je vous remercie, vous de la presse, j'ai utilisé la presse qui m'a censé et la presse a joué son rôle avec des publicités et j'ai été élu. Sans donner un seul franc à un électeur, sans donner pas même une casquette, sans même un véhicule de campagne, et le peuple m'a fait amplement confiance. Et c'est il en est de même. Campemba, nous sommes dans le regroupement politique 2 abards TDC. Sur 723 candidats, il lui fallu 13 comme conseiller. Et nous avions raflé le 13. C'est pour vous dire. Vous comptez également sur un mot d'ordre du genre. Nous avions reçu ce pouvoir de la part du peuple gratuitement. Mais là, c'est différent. Et le conseiller, issu de notre famille politique, n'exige rien et n'exigeront rien. Ah bon? Les 19 juin, je vous invite à la commune de Campemba. Je serai là. Vous serez là et je serai élu. Là. Sans rien donner aux conseillers communaux parce que je connais leur lucidité, je connais leur loyauté par rapport à... Très bien. La dernière question, monsieur le bourgmestre, moi je vous appelle déjà comme ça. Bonne chance en vous. J'ajoute ma foi à la vôtre et je crois fermement. Oui. Voilà, on va finir avec cette question. Il y a certaines bouches, il y a des tractations qui disent là où nous allons, l'union sacrée dans l'ensemble, et particulièrement l'UDPS, compte modifier ou amender la constitution, la tailler sur mesure selon sa taille, S ou XL ou M, je ne sais pas moi, pour que vous puissiez continuer un 3e mandat après 2028. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Quand nous regardons dans le rétroviseur, on se voit le passé. Cette constitution actuelle a eu à réunir, elle était faite pour des raisons de mettre ensemble les belligérants, les anciens seigneurs des guerres, pour la pacification de la République. Ok. Oui, c'était pour cette raison-là. Nous, qui avions vu plus loin que nous nez dans le passé, nous étions dit qu'il y avait beaucoup de failles dans cette constitution. Voilà pourquoi, à l'époque, en 2006, nous avions demandé au peuple de voter non au référendum, et massivement. Malheureusement, la démocratie l'a emporté, le oui. Non, mais je me rappelle bien à 15 ans passés, la famille politique de l'époque voulait justement amender cette même constitution, mais les opposants, je crois que vous avez fait partie des oppositions. Il y a eu des révisions de la constitution chemin faisant. Les opposants ont dit non. Non, il y a eu plusieurs. Voilà. Il y a eu plusieurs révisions de la constitution. Chacun tire le drap de son côté. Il y a eu plusieurs révisions de la constitution chemin faisant. Je donne un cas. Initialement, c'était prévu l'élection à 2 tours pour les élections présidentielles. Ça a été amendé. Et le soleil n'a pas arrêté de poursuivre sa trajectoire. Du coup, même si vous il y a eu un matin et il y a eu une nuit, et cela est passé. Donc, c'est pour vous dire, nous trouvons qu'il y a de malfaçons
dans certaines Mais n'est dispositions. pas toucher les mandats Dans quand même. certaines 2 ans après, il dispositions. faudrait laisser le pouvoir, ça c'est connu. S'il faut réviser la Constitution, l'article 220 est verrouillé, Intouchable. intangible, voulais-je dire. Mais s'il faut proposer au peuple congolais, je dis, je sais, ce sont mes opinions, je pense. S'il faut proposer au peuple congolais une autre constitution, autre que celle-ci, avec plusieurs dispositions amendées par rapport à la nôtre, je pense que le peuple pourra jeter son dévolu sur oui ou non, et c'est un jeu démocratique. Les anciennes démocraties ont eu à procéder à de référendums, à de révisions constitutionnelles, mais pourquoi pas nous, une jeune démocratie? Pourquoi pas nous? Aux États-Unis, la vieille démocratie, ils sont allés de plusieurs conditions, de plusieurs révisions de constitution. Quand nous prenons la France, à maintes reprises, elle a aussi procédé à cela. C'est pour vous dire que ce n'est pas une parole d'évangile, ce n'est pas la Bible à laquelle on ne peut ajouter. Non, mais à l'époque, vous ne disiez pas cela, vous avez dit on ne touche pas à la Constitution. Je me rappelle bien, il y a lui-même eu des bruits, il ne touche pas à la Constitution, touche pas à la Constitution. Et que tout était bloqué, donc on ne peut pas toucher aujourd'hui, c'est non, ce n'est pas la Bible. À l'époque, vous changez de langage au fur et à mesure. Nous ne changeons pas le langage au fur et à mesure. Je vous ai dit qu'au départ, nous étions contre cette constitution. Parce que nous l'avions lu et nous avions vu que c'était taillé sur mesure. Ça donnait beaucoup. Le président de la République avait beaucoup de leviers à utiliser. Et c'était taillé sur mesure. Mais c'est lui, c'est l'utilisera. Oui. Voilà pourquoi un homme crédible, on s'est dit, c'est vrai qu'il a beaucoup de manœuvres, mais qui sort perdant dans ça? Qui gagne? Est-ce que le peuple est au centre de toutes ces dispositions? Cette lourdeur administrative, le chef de l'État élu le 20 décembre, et aujourd'hui nous sommes au mois de mai, pas parce que Tshisekedi ne veut pas que les choses avancent, parce qu'il se sent bloqué par certaines dispositions constitutionnelles. Le gouvernement doit présenter son programme au niveau de l'Assemblée nationale, qui n'a pas en ce jour un bureau définitif, c'est un retard. Ouais. Et ça nous aide en quoi? Est-ce que nous ne pouvons pas penser autrement? En démocrate rompu, on ne peut pas en vouloir certaines opinions qui pensent qu'on ne peut pas changer la Constitution. On ne peut pas non plus en vouloir ceux qui pensent qu'il y a certaines dispositions qu'il faudrait réviser. Et là, la démocratie va jouer amplement son rôle. Moi, j'étais en train de dire, de toute façon, si vous voulez, vous, le nom sacré de le faire, vous trouverez l'opposition sur le chemin parce que la Mouka n'a pas encore dit son dernier mot. Ensemble également est là. Dans ce mesure-là, il y a des têtes qui vont faire bâcler justement vos idées si vous osez le faire. Alain Camille, Diana Consulting vous remercie. Ça sera la beauté de la démocratie. Nous, démocrates tshisekidistes, nous supposons que dans la démocratie, il y a des idées qui s'affrontent. Okay. Et c'est là, on doit juste faire recours aux joutes oratoires. On ne peut pas faire usage de force musculaire pour convaincre quelqu'un. On doit tous rester dans les joutes oratoires pour convaincre le peuple et lui dire voilà, ça vaut la peine que telle disposition soit revue, ça vaut la peine. Et au-delà de tout ça, ce peuple a jeté son dévolu sur ses dignes représentants et ils vont devoir dire ou prononcer le dernier mot. Merci ça beaucoup. Ne sera pas Tshisekedi, ça sera le peuple. Merci beaucoup et bonne chance. Je vous en prie, merci beaucoup madame. C'était là la fin, c'était Alain Camille, le porte-parole de l'Union Sacrée dans la province, mais aussi conseiller municipal dans la commune de Kampemba. À très bientôt. Merci beaucoup, madame.